Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un ensemble de sources assez étonnant, je trouve. Ah oui, D'un côté, on a la stratégie militaire chinoise ancienne, bon, l'incontournable art de la guerre, de Sun Tzu évidemment. un classique. Et de l'autre, les philosophies asiatiques, voyez, le confucianisme, le taoïsme. Et puis, un autre univers encore, des documents sur les tout débuts de l'islam et la vie du prophète Mohammed. Oui, effectivement, ça peut sembler des mondes très très éloignés au premier abord. C'est ça. Notre but, en fait, c'est de creuser un peu dans tout ça, d'essayer d'en sortir les idées fortes, de chercher peut-être des parallèles, des échos. Des contrastes aussi, sans doute. Exactement, des contrastes éclairants sur des sujets finalement assez universels, non? Le leadership, la stratégie, la gestion des conflits, comment on construit un ordre social, tout ça. Et en se basant vraiment uniquement sur ce que nous disent ces textes. Voilà, strictement sur les infos qu'on trouve dans ces documents précis. Tout à fait. Comment est-ce que des penseurs, des leaders, de cultures, d'époques si différentes ont pu aborder ces défis communs? On va voir, je pense, que Ah, la connaissance. la connaissance de soi, de l'autre, et puis du contexte, ce que Sun Tzu appelle le terrain, c'est absolument central. Oui. Franchement, attendez-vous à des connexions assez surprenantes. Bon, je suis prêt. Alors, allons-y, démêlons tout ça. Commençons peut-être par l'art de diriger, le commandement. Sun Tzu, il martèle ça. Connaître son ennemi, se connaître soi-même. Et connaître le terrain. Le fameux Dizing du chapitre 10, oui, c'est fondamental chez lui. Il dit même, je crois, que connaître la terre et le ciel. Oui, c'est ça. La terre pour le terrain physique et le ciel pour les conditions plus générales, le contexte, quoi. C'est ça qui garantit la victoire, selon lui. Et ça permet d'éviter d'être perplexe en mouvement, comme il dit. Et d'avoir des possibilités inépuisables en attaque. Exactement. C'est la base pour être flexible et efficace. Et c'est là où c'est fascinant, je trouve, de voir comment cette nécessité de bien comprendre le contexte, eh bien, ça résonne directement avec la situation du prophète Mohammed quand il arrive à Médine après l'Hégire. Ah oui, tout à fait. C'est un parallèle intéressant. Des sources comme Islam Pegamberi de Hamidullah décrivent un tissu social là-bas extrêmement complexe. Très tendu même. Oui, tendu. Il fallait gérer des animosités historiques, notamment entre les deux grandes tribus locales, les Haus et les Khazraj. C'était pas simple. Et la fameuse constitution de Médine, alors. Eh bien, justement, cette constitution, analysée aussi dans The Prophet's Establishing a State, c'était un peu l'outil politique pour essayer d'unifier ces groupes avec les émigrants qui venaient de la Mecque et aussi avec les tribus juives présentes sur place. Donc, une connaissance très fine du terrain social était indispensable. Absolument. Sans ça, impossible de naviguer dans ces relations complexes. Revenons à Sun Tzu. Lui, il est très pragmatique, il établit une hiérarchie très claire des stratégies au chapitre 3. La meilleure approche, pour lui, C'est d'attaquer les plans de l'ennemi, avant même qu'ils se concrétisent. c'est ça. Ensuite, Ensuite, s'attaquer à ses alliances, la diplomatie en somme. puis seulement l'armée sur le terrain. Voilà. Et vraiment, en dernier recours, assiéger les villes. C'est coûteux, long. L'idéal, pour lui, c'est de gagner sans combattre. C'est le sommet de l'art, oui. Ouais. C'est d'une efficacité redoutable, comme pensée. Et si on regarde la stratégie du prophète Mohammed, on retrouve un peu cette combinaison d'approches. Oui, on peut voir ça comme ça. La diplomatie, par exemple, était clé. Hamidullah mentionne des traités d'alliance militaire signés avec des tribus autour de Médine. Pour sécuriser la zone. Exactement. Sécuriser et aussi isoler l'adversaire principal, la Mecque. Ensuite, la défense. L'exemple le plus connu, c'est la bataille de la tranchée, ou Khandak. Ah oui, la tranchée. Une tactique défensive assez innovante pour l'époque et le lieu, décrite dans Battlefields of the Prophet Muhammad. Très efficace. Et enfin, l'action décisive. Ah oui, comme la conquête de la Mecque. Menée avec une armée importante, certes, mais l'objectif, d'après Hamidullah en tout cas, c'était une prise de contrôle plutôt pacifique, sans effusion de sang si possible. Et il y a ce point chez Sun Tzu qui fait souvent grincer des dents, on va dire. Lequel? Il met très clairement en garde le souverain. Ne vous mêlez pas de l'armée si vous n'y comprenez rien. Ah oui, ça c'est direct. Il dit qu'un prince peut littéralement saboter son armée de 3 façons. Lesquels déjà? Ordonner d'avancer ou de reculer sans connaître la situation, ça il appelle ça lier l'armée. D'accord. S'immiscer dans la gestion interne, ça confond les soldats. Mhm. Et intervenir dans les nominations, les promotions, ça rend les soldats méfiants, cyniques. Il ne mâche pas ses noms. Et il y a cette anecdote-là, assez célèbre, non? Celle avec les concubines, Oui, racontée dans une analyse vidéo du chapitre 1.
Pour prouver son efficacité au roi, Sun Tzu prend le commandement des concubines pour un exercice. Elles rigolent, elles n'obéissent pas. Exactement. Elles prennent ça à la légère, et là, après avertissement, il fait exécuter les 2 favorites du roi. Carrément. Malgré les protestations du roi lui-même. Oui. Et Sun Tzu lui dit en substance, « Une fois que vous m'avez confié le commandement, c'est moi le patron sur le terrain. » C'est un radical. Mais ça illustre bien l'importance qu'il accorde à la discipline, à la clarté du commandement. Une autorité claire et ferme, oui. Juste, mais ferme. Et du côté des autres philosophies chinoises, comment on voit le leadership? Le confucianisme, c'est différent, non? Ah oui, très différent. Le confucianisme met l'accent sur la vertu morale du dirigeant, le Ren. C'est l'exemple qui compte. Et on a les légistes. Exactement. Eux, c'est tout l'inverse, ou presque. Ils misent tout sur des lois faises, strictes, impersonnelles, qui s'appliquent à tous sans distinction. Et sur une administration super efficace pour les faire respecter. La vertu personnelle du chef importe peu. Beaucoup moins que la solidité du système lui-même. C'est l'art du souverain, mais basé sur la loi et la technique administrative, pas sur la morale personnelle. 2 visions vraiment antagonistes de ce qui fait un bon gouvernement. Un autre thème qui revient partout, c'est l'importance de l'information, de la connaissance. Ah, ça, chez Sun Tzu, c'est obsessionnel presque. Sa phrase la plus connue le dit bien. « Connais l'autre et connais-toi toi-même. » Et ta victoire ne sera jamais mise en danger. Oui. Et il ajoute même « Connais le ciel et connais la terre et ta victoire sera alors totale. » C'est dire. Et le chapitre 13 sur les espions, carrément? Tout un chapitre, oui. Il détaille 5 types d'espions, il insiste sur leur importance cruciale. Il va jusqu'à parler des espions morts, utilisés pour transmettre de fausses infos. C'est dire si l'information est vitale pour lui. Et c'est là qu'on touche à ce concept un peu élusif chez Sun Tzu, le chi. Ah, le chi. Oui, pas facile à traduire celui-là. On dit potentiel, configuration, élan, situation. C'est quoi au juste? C'est un peu tout ça à la fois. C'est l'art de percevoir la dynamique d'une situation, les forces en présence, et surtout de savoir utiliser cette dynamique à son avantage, de créer un élan favorable. Il utilise des images pour ça, non? Oui, des images très parlantes. L'eau qui s'adapte au terrain, qui prend la forme du contenant, ou alors des rondins de bois, des pierres qui dévalent une pente. Une force irrésistible. Voilà. Le bon général, il ne fait pas que réagir. Il essaye de créer une situation, une chi, où la victoire devient presque inévitable, où les soldats combattent avec un élan naturel, comme l'eau qui coule ou la pierre qui roule. Il façonne le champ de bataille en quelque sorte. C'est intéressant, cette idée que certains commentateurs rapprochent ça des hexagrammes du Yi Jing. Oui, le livre des mutations. Chaque hexagramme représenterait une chi, une configuration unique de force. La vraie connaissance, ce serait de percevoir dans quel chi on se trouve à un moment donné. C'est une vision très active de la connaissance stratégique. Et dans l'islam naissant, comment on aborde la connaissance? Quelle est la source principale? Alors là, d'après les textes qu'on a consultés, la source première, c'est très clair, c'est la révélation divine, le Coran. Reçu par le prophète Mohammed. Exactement. Et Amidoula détaille bien le soin méticuleux apporté à sa transmission. Dictée à des scribes désignés, relecture, correction, indication précise de l'emplacement de chaque verset dans l'ensemble. Une transmission très contrôlée, donc. Très contrôlée, oui. Il mentionne aussi qu'il peut y avoir eu de légères variantes, des variantes de l'art, dans les toutes premières copies, mais elles sont considérées comme non essentielles par la tradition majoritaire. Donc une connaissance qui vient principalement d'en haut, si on peut dire. Principalement, oui, mais pas exclusivement. Les sources indiquent aussi qu'il y a une place pour la raison, le bon sens, l'observation, pour toutes les questions qui ne sont pas directement tranchées par la révélation. L'étude du monde n'est pas découragée alors. Au contraire. Amidoula souligne que le Coran lui-même invite à la réflexion sur la création, sur l'univers. Donc il y a bien une complémentarité entre la connaissance révélée et la connaissance acquise par l'intellect et l'expérience. Et puis, il y a le taoïsme. Avec Zhuangzi, on a l'impression d'une approche encore différente de la connaissance. Ah, Zhuangzi, oui, c'est autre chose. L'histoire du cuisinier Ding, par exemple. Ce boucher qui découpe un bœuf avec une aisance incroyable sans jamais abîmer son couteau. Une parabole magnifique, oui. Souvent interprétée comme l'illustration d'une connaissance intuitive, profonde, de la voie, le Dao. Il ne force rien. Exactement. Il suit les lignes naturelles de la carcasse. Il sent les interstices. Il ne lutte pas contre la réalité, il s'harmonise avec elle.
Ce n'est plus la connaissance active et stratégique de Sun Tzu. C'est plutôt une sagesse daoïste. Oui, une sorte de sagesse née de l'écoute, de l'adaptation. Une manière de nourrir la vie, comme dit le texte, en évitant la friction, l'usure inutile. Fascinant. Très. Abordons maintenant la gestion de l'adversité, du conflit. On a déjà dit que pour Sun Tzu, l'idéal, c'est la victoire sans combat. Oui, les premiers chapitres, peut-être plus marqués par le confucianisme, insistent là-dessus. Éviter la guerre si possible. Mais si c'est inévitable? Alors là, Sun Tzu est très clair. Il faut être rapide, décisif, impitoyable même, pour que ça coûte le moins cher possible en vie et en ressources. C'est un réalisme qui peut sembler assez dur. Et l'islam, comment gère-t-il cette tension? Le terme jihad, lui-même, ça veut dire effort, lutte, c'est ça? C'est ça. C'est un terme assez large. Ça peut inclure la lutte armée, oui, mais principalement en défense, pour protéger la communauté. Et même là, cet aspect est, d'après les sources, très encadré. Il y a des règles? Oui, des règles strictes. Protéger les non-combattants, les femmes, les enfants, les religieux, respecter les traités même avec l'ennemi, interdire la mutilation des corps, ce genre de choses. Et l'exemple du traité de Houdébia? Ah oui, c'est un exemple clé de cette approche, disons, nuancée, stratégique. C'est ce fameux traité où les conditions semblaient très défavorables aux musulmans au début. C'est ça. Signé avec les Mécois, il y avait des clauses qui paraissaient dures, comme l'obligation de renvoyer à la Mecque les nouveaux convertis qui tentaient de rejoindre Médine. Ça crée des tensions au sein même de la communauté musulmane. Mais stratégiquement? Stratégiquement, comme l'analyse Hamidullah, ce compromis a permis d'obtenir une trêve de 10 ans, une période de paix cruciale. Qui a permis à l'islam de se diffuser. Exactement. Et paradoxalement, cette pause, ce recul tactique apparent, a préparé le terrain pour la conquête quasi sans violence de la Mecque seulement 2 ans plus tard. C'est un bel exemple de patience stratégique. Sun Tzu, lui, est plus dans le tactique immédiat, non? Choisir le bon terrain, l'importance de la formation. Oui, très concret. Le chapitre 10 sur les types de terrain, c'est essentiel. La formation, signe pour être invincible en défense et attendre le bon moment. La vulnérabilité de l'ennemi pour attaquer. Attaquer là où c'est faible, chu. Éviter là où c'est fort, chi. C'est ça. Et gérer la psychologie, le moral des troupes, frapper quand l'ennemi est fatigué ou démoralisé. Et ce conseil étonnant à la fin du chapitre 7, laisser une issue à une armée encerclée. Pourquoi? Pour ne pas la pousser au désespoir, une armée acculée se bat avec l'énergie du désespoir, elle devient imprévisible et dangereuse. Mieux vaut lui laisser une porte de sortie, quitte à la harceler pendant sa retraite. C'est très psychologique, encore une fois. On voit l'importance de ces principes, parfois en négatif, dans les récits des premières batailles musulmanes. La bataille de Uhud, racontée par Hamidullah, est dans Battlefields of the Prophet Muhammad. C'est un exemple tragique de rupture de discipline. Les archers sur la colline? Exactement. Ils avaient reçu l'ordre strict de tenir leur position quoi qu'il arrive. Mais voyant l'ennemi reculer et pensant la victoire acquise, la plupart ont désobéi pour aller chercher du butin. Et ça a ouvert une brèche. Une brèche fatale. La cavalerie ennemie, menée par Khalid ibn al-Walid à l'époque, a contourné la colline et a pris les musulmans à revers. Une leçon douloureuse sur l'importance vitale de la discipline et du respect de la formation. Et sur le traitement des prisonniers de guerre, qu'est-ce que nos sources nous disent? Alors, des ouvrages comme Muslim Conduct of State expliquent qu'avant l'islam, en Arabie, les pratiques étaient souvent assez brutales. Exécution, esclavage, rançon. Et l'islam a changé ça? Il a maintenu ces options, mais en les encadrant, et surtout en encourageant fortement la libération, que ce soit par rançon, par échange, ou même gratuitement, par pure générosité. Et il a insisté sur un traitement humain des captifs. L'esclavage n'était pas aboli, mais... Il était autorisé, mais pas obligatoire. Et surtout, des voies d'affranchissement, manumission, étaient prévues et encouragées. On voit une tendance nette à adoucir les coutumes guerrières de l'époque, disons. Le calife Omar aurait même ordonné plus tard que les prisonniers musulmans soient systématiquement rachetés par le trésor public. Intéressant. Un autre défi majeur, c'est de construire un ordre social, surtout quand il y a de la diversité. Comment ces traditions abordent ça? La constitution de Médine, encore elle, est vraiment un document fondateur de ce point de vue. Elle cherchait à créer une Oumma, une communauté politique, qui englobait différents groupes. Pas seulement les musulmans. Non, au départ, elle incluait explicitement les tribus juives alliées, comme les Banu Kainuka, Banu Nadir, Banu Quraïza. Elle définissait les droits et les devoirs de chacun. Comme la défense commune? Oui, la défense mutuelle de la cité de Médine était un pilier, mais aussi une certaine autonomie juridique et religieuse pour chaque communauté. Un exemple assez précoce de gestion du pluralisme dans un cadre étatique en formation.
C'est une approche quand même très différente de l'idéal légaliste en Chine, non? Ah oui, complètement. Les légistes visaient l'ordre par l'uniformité, par des lois rigides appliquées à tous de la même manière. Et les confucianistes? Eux, c'était plutôt l'harmonie sociale par le respect des hiérarchies, des rites, lits, et par l'éducation morale. L'idée que si chacun connaît et respecte sa place, l'ordre s'installe naturellement. L'unité, c'est ça qui fait sa force et son efficacité, la cohésion du groupe combattant. Et maintenir cet ordre à Médine, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Effectivement, Amidoula rapporte que le prophète a dû intervenir régulièrement pour apaiser les tensions qui ressurgissaient entre les Haus et les Khazraj, ces anciennes tribus rivales. Il y avait aussi une opposition interne. Oui, les hypocrites, Munafikoun, menés par un certain Abdullah ibn Uwai. Ils essayaient, selon les sources, de saper l'unité musulmane de l'intérieur. Donc oui, maintenir la cohésion sociale, c'était un défi constant. Ce qui rejoint Sun Tzu quand il met en garde contre la division interne. La force vient de l'unité. Exactement. On arrive à la question de l'éthique, du pouvoir. L'art de la guerre, on le voit souvent comme un manuel purement pragmatique, presque cynique. Il valorise la ruse, la tromperie. Oui, le terme cuija qu'il utilise est souvent traduit par tromperie, même si certains préfèrent dire grande habileté rusée, ce qui est un peu moins péjoratif. Mais est-ce que c'est que ça? Peut-être pas. Les tout premiers chapitres, ils invoquent quand même des principes plus cosmiques, disons. Le Dao, la voix, le Tien, le ciel ou la nature. Le débat est ouvert sur la traduction. Et la Dai, la terre. Voilà. Donc, il y a peut-être une dimension morale ou philosophique sous-jacente, même si elle est clairement subordonnée à l'efficacité stratégique dans le reste du livre. Et dans les sources islamiques qu'on a vues, l'éthique semble avoir une place beaucoup plus centrale, non? Même en pleine guerre. Oui, c'est très explicite. Le Coran et la pratique attribués au prophète insistent constamment sur la justice, adl, le respect des engagements, y compris envers les non-musulmans, la protection des vies innocentes, la miséricorde, rahma. L'amnistie de la Mecque, c'est l'exemple le plus frappant. C'est sans doute le plus spectaculaire, oui. Amidoula et d'autres sources insistent là-dessus. Après 20 ans de persécution, d'hostilité, de guerre, au moment de la victoire finale, une amnistie générale est proclamée. La grande majorité des anciens ennemis, y compris ceux qui avaient tué des proches des musulmans, sont pardonnés. C'est pas un choix politique fort. Un choix politique et éthique très fort, oui. Privilégier la réconciliation pour construire l'avenir plutôt que la vengeance ou la punition. Il y a donc cette tension qu'on sent bien entre la nécessité d'avoir du pouvoir, de la force pour survivre, pour protéger la communauté. Et les impératifs moraux, éthiques et spirituels. Oui. Comment c'est géré? Hamidoula, par exemple, parle de la recherche d'un équilibre. Une force matérielle sans guide spirituel ou éthique, c'est considéré comme dangereux. Mais à l'inverse, une spiritualité complètement déconnectée des réalités matérielles, du besoin de se défendre, d'organiser la société, ce serait inefficace, voire naïf. Une sorte de voie madiane? C'est ça. L'idéal visé, d'après ces textes, c'est une voie qui prend en compte tous les besoins humains, matériels, sociaux, spirituels de l'individu et de la société. Un équilibre dynamique. Et pour finir, quelle pertinence on peut trouver à ces textes très anciens aujourd'hui? L'art de la guerre, bon, on sait qu'il continue d'influencer la stratégie, y compris dans le monde de l'entreprise. Oui, c'est devenu un classique du management, parfois un peu détourné de son sens initial, mais bon. Oui. Et l'histoire des débuts de l'islam, telle que les racontée dans nos sources, eh bien, elle offre aussi matière à réflexion. Sur quoi, par exemple? Sur la construction d'un État multicommunautaire, sur la diplomatie interculturelle, on pense aux fameuses lettres envoyées par le prophète aux souverains voisins, byzantins, perses, éthiopiens, égyptiens. Ah oui, c'est vrai. Sur la gestion juridique de la diversité aussi, le fait d'appliquer le droit juif aux juifs de Médine, par exemple. Et puis, bien sûr, sur les défis éternels de la transmission du pouvoir, de la succession politique. Et les débats qui existent encore aujourd'hui sur l'interprétation de ces textes, que ce soit le Coran ou les hadiths. Ça montre bien qu'ils sont toujours vivants, qu'ils continuent de susciter la réflexion et l'engagement. Ce ne sont pas des reliques du passé. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de cette traversée un peu folle entre la Chine ancienne et l'Arabie du 7e siècle? Ce qui me frappe, c'est qu'on voit émerger une quête humaine assez fondamentale, finalement. Laquelle? Essayer de comprendre le monde dans sa complexité. Essayer de trouver des principes pour y naviguer, pour agir de manière efficace, oui, mais aussi juste. Que ce soit sur un champ de bataille, dans l'organisation politique d'une cité, ou peut-être même, plus simplement, dans sa propre vie. C'est vrai. Et on voit aussi à quel point stratégie, leadership, éthique et même spiritualité sont souvent entremêlés, non? Exactement. Malgré les contextes hyper différents, ces dimensions sont rarement séparées.
la façon dont on acquiert la connaissance, que ce soit par l'analyse froide de Sun Tzu, par la révélation divine ou par l'intuition taoïste, ça influence directement la manière dont on va gérer un conflit, dont on va traiter l'autre, dont on va essayer de bâtir une communauté qui tienne la route. Tout est lié. Et pour ouvrir peut-être une dernière piste de réflexion, si cette capacité à percevoir la situation, le fameux chi de Sun Tzu, ou cette compréhension très fine du contexte social et politique pour Mohamed, si cette capacité est si déterminante pour le succès, pour l'action juste, comment est-ce qu'on peut cultiver cette forme de lucidité aujourd'hui Bonne question. face à nos propres défis, qui sont hyper complexes aussi, et face à cette avalanche d'informations, de bruit? Choix, nos actions au quotidien, notre manière d'être au monde finalement. C'est une question essentielle à méditer, effectivement. Voilà, qui nous laisse matière à penser. Merci en tout cas d'avoir exploré ces textes fascinants avec nous.